Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors à J-3 des élections régionales, nous faisons le point sur la campagne en Bretagne. Nous sommes allés sur les marchés du Finistère pour savoir ce que vous en pensez. Et puis nous ferons le point sur les candidats aussi avec vous. Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. Bonjour. Bonjour. Benjamin Bréon, à vos côtés, vous nous éclairerez sur les derniers jours de cette campagne qui se joue aussi sur les réseaux sociaux. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Et puis ce week-end, donc n'oubliez pas d'aller voter, mais n'oubliez pas aussi le Téléthon. Et oui, dès vendredi, de nombreuses animations ont lieu dans le Finistère. Objectif, recueillir un maximum d'argent pour la lutte contre les maladies rares. Nous en parlerons avec nos invités, Éric Le Guen pour le Finistère Sud et Bruno Hervieux pour le Nord et le pays d'Iroise en particulier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Mais tout de suite, on démarre avec les élections régionales, dernière ligne droite pour la campagne. Dernière émission politique sur TBO également ce jeudi avec Jean-Yves Le Drian dans Tant pis si ça pince. Le ministre de la Défense et tête de liste socialiste pour ces élections s'est notamment exprimé sur la réunification de la Bretagne et on regarde un petit extrait. Et il y a eu des volontés de la part de personnes très importantes de vouloir fusionner la Bretagne et les Pays de la Loire. Moi je m'y suis totalement opposé. J'ai gagné cette bataille. Ensuite, certains n'ont pas vu que c'était ça la vraie bataille. Mais le Grand Ouest mou, pour moi, c'était insupportable. Il faut aussi trouver les bonnes voies d'expression des habitants de Loire-Atlantique. Que veulent-ils, eux? Il faut leur demander, d'une manière ou d'une autre. Et Paul Molac, député régionaliste, va faire une proposition de loi à cet égard. Il faut trouver les bons moyens de consultation de Loire-Atlantique. Alors Hubert Coudurier, comment avez-vous perçu cette réaction de Jean-Yves Le Drian? C'est le faux débat par excellence. Il est clair qu'à partir du moment où il a refusé la fusion avec les Pays de Loire pour des raisons strictement électorales, parce que les Pays de Loire sont à droite, il privait la Bretagne d'un rassemblement avec d'autres départements, dont la Loire-Atlantique, car le droit d'option n'était pas prévu. Donc de toute façon, la réunification à 5 n'était pas possible dans le nouveau cadre institutionnel défini par le chef de l'État. Mais bon, le fond du sujet, il n'est pas là. C'est que Jean-Yves Le Drian n'avait pas envie de quitter le ministère de la Défense. Comme c'est tout de même les socialistes qui ont voté la loi sur le non-cumul des mandats, il a fini par s'y résoudre. Les circonstances lui permettent de s'y maintenir. Et donc, c'était aussi la chance pour TBO ce matin de l'avoir en exclusivité, alors qu'il avait jusqu'à présent fui tous les débats électoraux sur toutes les chaînes, ainsi que les meetings. C'est donc la fin de cette non-campagne, comme on l'appelle, Hubert Coudurier. Oui, une non-campagne, mais où il aurait été très présent parce que ses interventions dans les médias nationaux auront écrasé la campagne régionale. Et c'est aussi le poids de l'État français et d'un État centralisé face à des régions qui restent tout de même encore des nains politiques et dont les moyens économiques sont assez réduits. Alors pendant ce débat, on a parlé avec Loïc Chenet-Girard, qui est un peu le chérubin qui essayait de prendre sa place face au sarcasme des autres. On a parlé des 100 millions d'euros que la région consacre à l'économie bretonne. Évidemment, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Et c'est pas ça qui va inverser une tendance économique défavorable, notamment dans les milieux agricoles et agroalimentaires. Alors vous, en tant que citoyen, qu'avez-vous pensé de cette campagne sur les marchés de Plougastel et de Lampol-Plouarzel? Camille Pochet et Julie Sicot sont allés vous poser la question. Pour l'instant, on n'a vu personne ici. En tout cas, à Lampol-Plouarzel, c'est un peu loin. Et on aurait bien aimé peut-être comprendre un peu les motifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour que tout aille mieux. J'irai voter, Oui. mais je ne suis pas plus enthousiaste que ça. Non, j'irai pas voter, non. Je ne me suis pas intéressée aux informations et j'irai peut-être au deuxième tour. Mais j'ai eu une lettre hier pour voter, quoi. Ouais. Oh, il y a une flopée, hein. Il y en a plusieurs. Ça va être difficile de faire un choix parce qu'on ne connaît pas les candidats, on ne sait pas trop où ils veulent, ce qu'ils veulent faire. Et pourtant, je pense que c'est important, quoi. C'est l'avenir de la Bretagne, hein. C'est les régionales, ça nous touche quand même bien, quoi. Que font les régions? On ne sait pas on ne sait pas exactement ce qu'ils font exactement. Mais... C'est vrai que je me sens pas spécialement concernée par la région en ce moment. Peut-être beaucoup de choses à penser ces dernières semaines. Aujourd'hui, la politique m'intéresse pas énormément.
Ils s'engraissent entre eux et nous, on est en train de crever la dalle. Ils n'ont pas été investis. Non, pas du tout, ils n'ont pas du tout investi. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, mis à part la profession de foi qui nous envoie, on les a pas entendus beaucoup. Déjà, s'ils viendraient en contact avec les gens, ils verraient. Ça serait plus facile pour parler avec eux, pour voir ce qu'ils pensent, quoi, en fait. Avec les derniers événements, il faut dire que les élections régionales sont un petit peu laissées de côté. Et voilà. Voilà, et c'était pas faute d'en parler dernièrement sur dernier jour sur TBO. Hubert Coudurier, c'est pas un petit peu inquiétant ces réactions de citoyens? On savait que les Français s'intéressaient assez peu aux élections régionales et ils n'avaient pas besoin des événements du 13 novembre pour s'y intéresser encore moins. On le verra dans le débat de ce soir, on verra un peu les enjeux émerger, les transports, la ligne à grande vitesse, on verra les différentes personnalités. À côté du chérubin qui peine à s'imposer, on retrouvera le Ludion 3DEC qui lui... on voit bien d'ailleurs le score de 3DEC, et on pensait qu'il passerait le deuxième tour, qu'il serait qualifié avec 10% des voix, il n'en était pas loin, puis au dernier sondage il redescend, comme si là encore le national écrasait le régional. On parle souvent de l'identité bretonne, mais il y a un problème d'identité pour la région Bretagne, oui, parce qu'elle n'est pas encore suffisamment forte et affirmée, comme par exemple peut l'être la Catalogne. En tous les cas, pour que les citoyens s'y intéressent de près. Ils ne se sentent pas impliqués, parce que sans doute qu'ils ne sentent pas une efficacité... Ils en attendent encore beaucoup de l'État français et c'est pour ça que dans les périodes comme ça de crise et d'angoisse, on se retourne vers le chef de l'État et la popularité de François Hollande fait un pourtant, c'était pas faute des candidats de vouloir aussi intéresser les citoyens en ligne. Benjamin, vous nous l'avez rappelé chaque semaine, la campagne se jouait aussi sur le web. Et puis, cette semaine, vous avez un problème justement, Benjamin. Ben oui. Voilà mon problème. A priori, ma problématique chaque semaine est simple. De quoi on parlait les réseaux sociaux cette semaine, et sans surprise, cette semaine, je vais parler des régionales. La logique voudrait donc que je me lance dans une chronique sur les régionales. Seulement voilà, à 3 jours du premier tour, imaginons que j'accorde plus de temps à une liste qu'à une autre, soit parce qu'il y en a une qui est très active, soit au contraire parce qu'il y en a une qui est carrément absente. Drame, scandale, médias vendus, atteinte à la démocratie, bref, la grosse catastrophe et les sempiternels procès en partie pris. Alors voilà, pour éviter ça, je vais vous proposer mon programme pour la région. Si je suis élu dimanche, il y a peu de chances d'arriver, puisque je ne suis pas de souci. Mais bon, un miracle est si vite arrivé. Je veux donc, et je vous demande toute votre attention, je veux prendre des décisions courageuses permettant de dégager l'horizon pour la paix et de construire un modèle social, environnemental et démocratique qui combattrait l'exclusion. Je veux mieux aider le développement local et créer un esprit pionnier pour résoudre la fracture territoriale et faire émerger de nouveaux projets. Je veux enfin vivre mes valeurs au quotidien en respectant la vie des hommes et des femmes. Mais c'est super. Et là, vous me dites, Benjamin, mais quel beau programme. Eh ben oui, facile. Il y a un élément de phrase de chacune des 11 listes en présence, tweetées ou partagées cette semaine sur les réseaux sociaux. On a eu dans l'ordre Debout la Bretagne, le Front de gauche, Bretagne en lutte, notre chance d'indépendance, l'UPR, oui la Bretagne, le choix de la Bretagne, le Front national, la Bretagne avec Jean-Yves Le Drian, une autre voix pour la Bretagne et enfin lutte ouvrière. Alors d'accord. Le résultat est un petit peu attrape-tout, vu que personne ne va promouvoir la lâcheté, vouloir aggraver la fracture territoriale ou être contre la vie. Mais c'est un peu ça, une campagne électorale, la sueur et les larmes. Ça a marché en 1940 en Grande-Bretagne. Depuis, vaut mieux promettre les lendemains qui chantent, la croissance pour tous, la mer chaude à Brignogan et 50% de remise sur le Queen Amman. On verra ça sans doute dans l'entre-deux tours. On va pouvoir préciser ce qui nous attend pour les prochaines années. Je mise assez fort sur une Bretagne qui irait mieux, dans une France qui irait mieux, elle-même vraisemblablement dans une Europe qui irait mieux, et même, soyons fous, sur une planète qui irait mieux. Je m'en réjouis déjà. Merci Benjamin pour tout cet optimisme. Et on rappelle que Jean-Yves Le Drian est donc l'invité de l'émission Tant pis si ça pince ce vendredi à 18h30. Notez aussi qu'un grand débat avec les têtes de liste régionales diffusé sur TBO ce vendredi à 15h30 et 23h. Dans le reste de l'actualité, ils n'ont pas le physique facile, mais ne perdent pas leur saveur pour autant. Après les fruits et légumes moches, voici les biscuits moches. La biscuiterie Les Filets Bleus à Saint-Éverzac, près de Quimper, se lance sur cette gamme, vendue 30% moins cher. Explication de Margot Durand. Trop gros, trop petits ou cassés, chaque année, les biscuits moches représentent 1 à 2% de la production de biscuits des Filets Bleus. Ils étaient destinés aux dons aux employés. La direction décide désormais d'en mettre certains sur le marché.
Et un petit biscuit, effectivement, on ne va pas avoir son poids, donc on ne va pas rentrer dans la réglementation en fait, du produit tel qu'il peut être vendu dans son emballage définitif. Donc, ce qui fait effectivement qu'on va avoir un pourcentage de déclassés qui va faire qu'on va pouvoir effectivement mieux les valoriser en tout cas que simplement les mettre effectivement à la poubelle. Début novembre, pour une phase de test, ils ont été commercialisés dans 150 points de vente de la région parisienne. Outre le fait de valoriser les pertes de la production, le souhait de la direction est avant tout de sensibiliser les consommateurs au gaspillage. Dans le cadre de notre démarche pour le développement durable et de lutte surtout contre le gaspillage, c'était vraiment ce rôle d'éducation du consommateur. On avait commencé avec les fruits et légumes, donc c'était pas l'intention première, en tout cas le manque à gagner, parce qu'aujourd'hui cette opération n'est pas rentable pour nous. Voilà, on parle de nous, on en est très content, mais en tout cas c'est surtout au niveau des consommateurs cette prise de conscience. Et demain l'idéal ce serait d'amener des produits comme ça en vrac et qui peut-être là deviendra rentable, bien entendu, pourquoi pas. Prochaine étape, la promotion des conserves abîmées ou cabossées. Et cette fois encore, les industries bretonnes seront en première ligne. Ça concernerait sans doute la Bretagne, puisqu'aujourd'hui, notre parc industriel est principalement concentré sur la Bretagne et les Pays de Loire. Si les biscuiteries arrivent désormais à avoir des procédés de fabrication élaborés, le succès n'est pas toujours au rendez-vous, même dans une cuisine industrielle. Le biscuit moche est donc toujours mieux dans nos assiettes qu'à la poubelle. Et toujours côté cuisine, 5 ans après avoir obtenu une étoile au guide Michelin, le chef brestois Yvon Morvan raccroche son tablier. À 46 ans, le Finistérien a annoncé ce jeudi la vente de son restaurant L'Armène. Une parenthèse pour le cuisinier qui souhaite se consacrer avant tout à sa famille, comme il l'a confié à Frédéric Lorenzo. L'éloignement un petit peu de ma famille, ça a été ma motivation principale. Et la deuxième, c'est de, toujours en lien avec la famille, de travailler sur un projet d'avenir en commun pour unir un petit peu tout ça. J'ai jusqu'à aujourd'hui écrit une belle histoire de ma vie. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Je me suis épanoui dans plein de choses, mais c'est pas la fin d'une histoire. Alors je sais pas si mon prochain projet sera tourné vers un établissement gastronomique avec l'objectif d'une étoile. Alors d'aujourd'hui, je n'en sais rien. Je vais aussi tenir compte de la demande de la clientèle aujourd'hui qui évolue. La conjoncture est certes pas simple, mais l'établissement va bien. Le choix, il est mûrement réfléchi. Certes, il y aura un petit pincement au cœur en fermant la porte dernier soir. C'est une belle histoire, j'en garde que de très bons souvenirs, mais la vie continue et puis il y a des choix à faire et je les ai faits. Ouais. Ce week-end, c'est le Téléthon et comme chaque année, vous êtes très nombreux à vous mobiliser dans le Finistère. On en parle tout de suite avec nos invités. Éric Le Guen, vous êtes coordinateur Téléthon Finistère Sud. Bruno Hervieux, vous êtes chef du secteur Téléthon en Pays d'Iroise. Bruno, si vous vous êtes engagé dans la mobilisation pour le Téléthon, c'est parce que votre fille de 14 ans est atteinte d'une forme de myopathie. Pour vous, le combat contre la maladie, c'est votre quotidien. Alors comment vivez-vous cette énorme mobilisation qu'est le Téléthon ? Pour nous, c'est du baume au cœur, en tant que famille de malades, de voir la mobilisation des gens sur le terrain qui ne sont pas concernés, qui donnent tant de temps, fait une grosse partie de l'année. C'est énorme et ça nous fait un bien fou. Un souffle, oui. Un nouveau souffle pour réaffronter le reste. Pour nos enfants, l'argent étant le nerf de la guerre, il faut qu'on récolte le maximum d'argent. Et votre fille, comment elle vit ce week-end de Téléthon? Sans son père, parce que je suis sur le terrain, donc j'ai la souplesse avec sa mère qu'elle la garde ce week-end-là pour me laisser sur le terrain. Après, elle est heureuse de participer, d'aller sur les manifestations et de voir après cet élan de solidarité autour de la maladie. C'est devenu une institution française. Le Téléthon, c'est un des grands rendez-vous annuels. Parfois, on vous a accusé de prendre beaucoup de place par rapport à d'autres causes. C'est quelque chose que vous pouvez parler. Après, c'est notre force d'avoir les gens sur le terrain qui donnent de tout. Tout leur temps est disponible pour préparer ces manifestations. Après, c'est chaque organisateur qui fait la force de notre combat. La force T, c'est la force du terrain. Ce sont les organisateurs. Nous sommes juste là pour accompagner. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Le Guen ? Juste pour répondre à votre question, il faut savoir que le Téléthon représente simplement que 2%
des dons nationaux. Donc prendre beaucoup de place. Donc ils prennent pas la place d'autres dons. Est-ce que c'était de la place, pas forcément de l'argent, et puis c'était pas la place, médiatiquement en tous les cas, c'est très bien relayé. Toutes les causes s'envolent, effectivement. Est-ce que le Téléthon sert aussi à changer le regard sur la maladie? Justement, on a eu le reproche de certaines personnes de mettre nos enfants devant le public et tout. Et moi, je répondrais à l'inverse, c'est qu'elle est révolue l'époque où on cachait nos enfants pour cacher les pathologies. Maintenant, on est sur une politique d'ouverture. Nos enfants ont le droit de vivre comme les autres, de participer aux manifestations et d'être présents devant tout le monde comme les enfants sains. Alors, grâce aux dons, la recherche sur les maladies rares avance bien. Qu'en est-il pour la maladie de votre fille? Est-ce que vous avez pu bénéficier des avancées de la recherche? Pour le moment, il y a des essais en cours, il y a un accompagnement, surtout sur la fatigabilité dans sa pathologie. C'est un facteur très, très important. Au niveau des atteintes musculaires, pour le moment, on s'attaque plus sur les grosses pathologies plus invalidantes, où les enfants ont plus besoin d'avancement à l'époque actuelle. Alors, l'une des avancées majeures de la recherche génétique, c'est l'augmentation de l'espérance de vie, l'amélioration de la qualité de vie aussi des malades. Aujourd'hui, nombreux ceux qui ont entamé des études, une carrière professionnelle, mais vivre au quotidien avec la myopathie, c'est aussi avoir un emploi aménagé. C'est le cas d'Erwan Conc, qui travaille au Crédit Mutuel Arkea au Relais de Quiruon, et Christophe Boucher l'a rencontré. Erwan Conc, titulaire d'un master, a terminé son cursus universitaire en alternance dans la banque mutualiste avant d'y être définitivement intégré. Son poste a été adapté à son handicap. Je souffre d'une myopathie, donc c'est une maladie invalidante au niveau des muscles. Donc ça m'embête un peu pour tout ce qui est des mouvements pour lever les bras, pour marcher bien évidemment. Donc je me déplace en fauteuil roulant, donc il faut adapter tout l'accès à un fauteuil roulant dans les locaux. Et ensuite, pour le poste de travail, on m'a aménagé un bureau qui puisse se lever, pour lequel le fauteuil passe assez facilement en dessous. Et ensuite, on m'a adapté également un clavier et puis un repose-bras pour que je puisse accéder facilement au clavier. Voilà, tout a été fait pour que je puisse circuler le plus facilement possible. Donc aujourd'hui, je ne rencontre pas de soucis majeurs pour pouvoir travailler comme je le souhaite. Contrairement à ce que l'on pense, dans 80% des cas, l'aménagement de poste n'est pas nécessaire. Pour Jean-Jacques Morvan, chargé de mission handicap au sein du CMB Arkea, la question du handicap est essentielle. Le groupe a sensibilisé et formé 1200 managers et des instances représentatives du personnel aux enjeux liés à l'handicap ainsi qu'à l'intégration du personnel. Aujourd'hui, je dirais qu'une personne en situation de handicap, c'est un salarié comme les autres, différent comme les autres, on est tous différents, mais on gomme les aspects, je dirais, d'aménagement lorsque c'est nécessaire. Et ensuite, on recrute sur les compétences, comme pour tout salarié, avec les mêmes exigences. Depuis 2005, les entreprises sont tenues d'embaucher 6% de salariés en situation de handicap. Le groupe bancaire atteint les 3,2%. La contribution qu'elle devrait payer va directement à la mission handicap créée au sein du groupe Arkea, qui nous permet de financer des actions de recrutement, de formation, de maintien dans l'emploi, des aides directes pour les salariés, soit des aides par exemple pour l'aménagement du domicile, que ce soit des aides pour l'aménagement des véhicules ou pour des malentendants, par exemple les prothèses auditives. Autant d'actions qui permettent aux personnes en situation de handicap de trouver le chemin de l'emploi tout en améliorant leur qualité de vie personnelle. Voilà, et on le rappelle, une forte mobilisation pour le Téléthon dans le Finistère. 100 communes mobilisées sur les 135 communes du Finistère Sud, c'est pas mal. Les Crêpières de Douarnenez, les années 60 à Pont-la-Bleu, de nombreux spectacles pour enfants, des challenges sportifs. Et puis ce qu'on attend, c'est le saut en parachute du Père Noël, Eric. Tous les ans, il y a à Saint-Yves, le Père Noël. Après, ça dépend des conditions météo, mais je pense que les conditions météo qui sont prévues ce samedi permettront le saut en parachute du Père Noël à Saint-Yves. Beaucoup aux enfants. On le voit sur les images de l'année dernière. Ça fait partie des grands rendez-vous du Téléthon Finistère Sud. On note aussi un événement incontournable, le tour de l'étang de Rospordin en Gavotte. Voilà, alors cette année, on espère qu'effectivement les conditions climatiques pourront permettre qu'il y ait beaucoup plus de monde. L'an dernier, il y avait à peu près 200 personnes. Et pour faire le tour de l'étang, il faut entre 1000 et 1500. Donc on attend un petit rayon de soleil, que tout le monde. Alors même si on ne sait pas danser la gavotte, c'est pas grave, on se laisse emporter pour faire le tour de l'étang. Et c'est un challenge que l'organisatrice de Rospordin veut mettre en place depuis déjà plusieurs années. Donc
mobilisons-nous pour l'aider, quoi. Côté Pays d'Iroise, désolé Benjamin, on n'a plus beaucoup de temps. On note la belle mobilisation des îles. Il se passera des choses à Ouessant et Molène. Ouessant se passe généralement par anticipation. Le gros de la manifestation, c'est le repas qui se déroule au moment des vacances de la Toussaint pour avoir plus de monde sur l'île. Et ça me permet aussi de me rendre sur l'île parce que ça prend tout le week-end. Donc gros repas, une ambiance très chaleureuse. Pendant les vacances. S'il y avait un élément, l'événement le plus surprenant côté nord, côté de chez vous, Bruno, serait lequel cette année? J'ai pas assisté encore le Zumbaton sur Brest, 500 personnes présentes l'année dernière. Donc Zumbaton, faites de la Zumba pendant 24 heures? 24 heures, peut-être pas. On se relaie. Est-ce que c'est intense à Zumba? Je sais pas si vous avez déjà... C'est pas sur mon secteur, mais je sais que c'est une grosse manifestation. Il y a eu des rassemblements de motos, l'Est de Vin dans le Télégramme aujourd'hui. Il y a eu 300 motards sur Landerneau, je crois. Les motards sont souvent très mobilisés pour le Téléthon. Tout à fait. Il y a un rassemblement à Banadec le 19 décembre pour le Téléthon à Banadec. Le Téléthon, c'est pas toujours que le week-end du Téléthon, bien sûr. Donc, les communes qui participent, des nouvelles communes chaque année, comment ça se passe? C'est vous qui allez les démarcher toute l'année ou elles viennent vous voir spontanément? Alors pour les nouvelles communes, en fait, donc on a les statistiques des dons sur Internet et au 36-37 et on va en général chercher les communes où effectivement les habitants sont sensibilisés au Téléthon. Donc c'est un peu notre rôle effectivement d'aller chercher des locomotives qui pourront mener en fait le Téléthon dans leur commune. Et cette année, c'est vrai, dans le Finistère Sud, on a eu pas mal de succès parce qu'on a plus de 10 communes qui ont renouvelé le Téléthon, enfin qui ont commencé le Téléthon. Donc c'est Loctudy, c'est Pamar, c'est Bezec, Cap-Sizun, c'est Rosnoven, c'est Le Fou également, donc et j'en oublie forcément. Donc, Est-ce qu'il y a un objectif à atteindre cette année? Je rappelle que l'année dernière, 800 000 € ont été récoltés dans le Finistère, dont 500 000 issus des animations sur le terrain. C'est ça, c'est énorme. C'est pour le Finistère Sud, ça. Pour le Finistère Sud seulement, pardon. On arrive à 1 800 000 € sur le département entre le terrain et... Quel est l'objectif cette année? Forcément plus. Après, vu les événements, si on fait déjà aussi bien, ça sera un beau succès. Donc, puis après, si on fait plus, voilà. Chaque organisateur vise plus, donc si chacun vise plus, forcément le total sera plus. Un petit mot pour terminer, Benjamin, comment on suit, comment on sait où on va aller voir le Téléthon? Je regardais tout à l'heure, on trouve évidemment sur Facebook des tas de pages consacrées au Téléthon. Bon, la page nationale, c'est plutôt promo, les parrains, etc. Mais il y a des pages sur le Téléthon Finistère Sud, le Téléthon Finistère Nord. J'ai vu aussi des pages Plougastel, Moto 29, Pays Bigoudin, Aber. Et tout y compte, des programmes très détaillés, commune par commune. Et évidemment, le site officiel afm-téléthon.fr, c'est c'est le gros site. Et puis, je voudrais rappeler que sur le Télégramme, il y a une carte interactive qui recense toutes les mobilisations en Bretagne pour ce week-end et même par la suite, donc on peut trouver sur le télégramme.fr. Merci Benjamin, comme ça on sait tout, le mot de la fin pour... La coordination du Finistère Sud, par exemple, a une page Facebook. Aussi, c'est ce que citait Benjamin. Donc très facile de retrouver tout le programme. Merci beaucoup. Tout de suite on retrouve Sébastien Chambre, très très inspiré par la COP 21, c'est la brève de chambre. Bonjour, je suis responsable de la transition énergétique dans l'entreprise Polupropre et également député maire sénateur européen. Mon rôle est de faire de la communication active sur notre engagement actif de volonté de changement de comportement de mentalité. Je veux inscrire notre entreprise dans les acteurs de la réflexion sur le changement par des actions concrètes et efficaces. Car si nous commençons à nous en soucier activement, il est probable et même possible que cela change un jour. Bien sûr, cela nécessite de l'engagement, mais ça nous en avons plein, car le grand avantage de l'engagement, c'est que ça ne coûte rien. Si à terme nous ne tenions pas nos engagements, c'est mal. Mais heureusement, les citoyens compréhensifs et tolérants continueront d'acheter nos produits formidables parce qu'ils sont pratiques. Oui, tous ensemble, engageons-nous pour la transition énergétique. Moi, responsable de la transition énergétique, je m'engage à organiser des déplacements propres. Moi, responsable de la transition énergétique, je m'engage à réduire toutes les consommations d'énergie de chacun de nos salariés. Moi, responsable de la transition énergétique, je vais militer auprès de tous nos partenaires afin de leur faire signer une charte de non-pollubilité. Moi, responsable de la transition énergétique, je m'engage à diminuer de 75% l'émission des gaz à effet
effet de serre d'ici 5 ans. Moi, responsable de la transition énergétique, je m'engage à nettoyer les océans de ces pollutions plastiques et de ramener un écosystème propre au bien-être du vivre ensemble. Moi, responsable de la transition énergétique, je vais résoudre tous les problèmes de consommation d'énergie d'hier, d'aujourd'hui, de demain et même d'après-demain. Moi, responsable de la transition énergétique, j'incarnerai le changement tout de suite et maintenant. Comment ? En diminuant les temps de pause. Car qui dit moins de pause dit moins de café, donc moins de gobelets, donc moins de filtres, donc moins de capsules, donc moins d'empreintes carbone, donc moins de pollution. En favorisant les transitions d'énergie humaine vers des pays qui ne se sont pas encore engagés dans les transitions énergétiques. Chez Pollupropre, on pollue moins, car on pollue ailleurs. Nous encourageons les comportements éco-responsables et les démarches de communication positive. Chez Pollupropre, nous souhaitons enfumer davantage pour masquer la pollution qui vous gêne tant. Si demain vous ne voyez plus la pollution générée par les industries, ce sera un petit peu grâce à nous. Faites-nous confiance, à nous les entreprises qui incarnons l'esprit altruiste de la volonté de la dynamique du changement. Faites-nous confiance, à nous les politiques qui, pour finir le dur travail commencé, souhaitons être réélus pour votre plus grand bien. Soyez acteurs de la transition climatique en nous faisant confiance. Laissez-nous polluer propre pour vous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve exceptionnellement demain soir à 19h. Et oui, on laisse la place à 19h30 à un tournoi de tennis de table en direct. C'est la Ligue des Champions et Nbon rencontre Koudiaz. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Rendez-vous demain. D'ici là, passez une belle soirée sur TBO. Ciao.